Chers amis, cinéphonie, comme ça arrive quelquefois, aujourd'hui c'est téléphonie, c'est plutôt des génériques de feuilletons télévisés français, une nouvelle salve de thèmes qui sont pour beaucoup restés dans nos mémoires, quel que soit notre âge. Évidemment, on vaut peut-être mieux avoir le mien, je vous le dis pas, mais pour être un peu plus familier. Et j'essayais d'imaginer, en préparant cette émission, ce que pourrait être dans 20 ans une cinéphonie avec les feuilletons des années 2010-2020. Il y aura sans doute cette même nostalgie, sauf qu'il y en a quand même beaucoup plus que ceux que l'on pouvait trouver à cette époque. Alors je laisse de côté les dessins animés, les émissions pour la jeunesse qui seront vues, sans doute, entendues dans une autre émission. Et je rappelle très rapidement que dès 1949, à la télévision aux États-Unis, on prend un peu la suite des serials du cinéma, c'est-à-dire ces petits avant-programmes qui souvent étaient sur 10-15 épisodes. Eh bien, c'est la télévision qui va prendre un petit peu le relais. Et très rapidement, mais sporadiquement, pendant un temps, à la télé française, qui reste très confidentielle jusqu'au début des années 60, on va donc trouver aussi quelques feuilletons 100% français avec une musique de générique. Ce sera très timide jusqu'à 1962 à peu près, mais l'année suivante, eh bien, 15 nouveaux feuilletons français vont être produits, en tout cas à la télévision française, 4 français, 2 anglais et 9 américains encore. Et la proportion va parfois varier comme cela et augmenter évidemment au fil du temps. Il faut savoir que pendant longtemps, il n'y aura qu'une seule chaîne de diffusion en France. La deuxième chaîne, timidement, va arriver en 1964. Et puis, pour ceux qui ont la chance d'habiter dans l'Est, ce qui était mon cas, on pouvait avoir Télé Luxembourg qui nous en donnait quelques autres qu'on n'avait pas la chance de voir sur les télés françaises. Donc les productions feuilletonesques à la télévision vont prendre un essor assez rapide. Beaucoup de sujets historiques, mais aussi des sujets comiques, des sujets de mœurs, des sujets du quotidien, et quelques incursions dans des domaines ou exotiques ou fantastiques. Enfin, le feuilleton va finalement très vite traiter, les séries on dirait plutôt aujourd'hui, mais les feuilletons à l'époque vont traiter des sujets de plus en plus variés, et une proportion de production 100% française, encore une fois, de plus en plus importante. Il faut savoir que l'année où je vais donc vous faire écouter quelques thèmes, c'est 69 pour commencer, puis 70-71. On a à cette époque-là à peu près une trentaine de nouveaux feuilletons par an qui sont programmés, avec ceux qui sont plus anciens, qui peuvent continuer sur plusieurs saisons. Et la proportion de feuilletons français est souvent supérieure à la moitié de ces 30 ou 40 feuilletons nouveaux. Alors, vous n'en aurez que quelques-uns aujourd'hui, parmi ceux qui sont d'une part accessibles, peut-être les plus significatifs aussi. Et il y a toujours cette science du générique. Les Français vont savoir manier ça à merveille, aussi bien que les Américains. D'ailleurs, quelques-uns travailleront pour les États-Unis, il ne faut pas croire. Et quelques noms aussi de la musique du long-métrage qui vont venir à la télévision, un peu comme les réalisateurs et les acteurs, petit à petit. Et on va même parfois trouver donc du monde de la musique classique, de la musique contemporaine, du monde de la chanson. Beaucoup de ces musiciens-là feront des génériques de feuilletons, parfois 1, 2, parfois beaucoup plus. Une façon toujours musicalement d'accrocher, de fidéliser. Et nous pouvons écouter tous les exemples que je vous montrerai aujourd'hui, toujours dans ce sens-là. L'accroche des premières secondes. Et sans plus tarder, eh bien, je fais appel à un de ceux qui a écrit le plus pour la télévision, il a écrit le plus pour tout, c'est Georges Delerue, en 1969, feuilleton Fortune.
superbe musique de Georges Delerue, on met quand même les moyens à l'ORTF à l'époque. Feuilleton qui raconte l'histoire du Suisse John Sweeter qui va explorer la Californie dans les années 1830 et qui créera même un état éphémère qui s'appellera la Nouvelle Helvétie avant qu'on y découvre de l'or et que tout change à ce moment-là. Un feuilleton encore très regardable aujourd'hui, Pierre Maréchal, Louis Arbessier, c'est des vieux du cinéma, mais le jeune Roland Giraud aussi qui tourne dans ce film. Sans plus tarder, la même année, en 1969, apparaît un feuilleton, alors c'est le petit format quotidien pour 25 épisodes de 13 minutes, ça s'appelle La Cravache d'or et ça se passe dans l'univers des courses de chevaux. La musique est signée d'un chanteur assez éphémère de l'époque, qui s'appelle Pascal Dufart, et qui d'ailleurs joue dans ce feuilleton, un petit peu oublié, mais bon, ceux qui l'ont vu comme moi à l'époque, à la télévision, en noir et blanc bien sûr, garde la musique en tête ainsi que pas mal d'images. En 1970, on reste dans des milieux un peu bien typés. Ce sont donc les cousins de la Constance qui nous donnent rendez-vous pour plusieurs épisodes. On retrouve Georges Delerue à la musique. La réalisation est de Robert Mazoyer qui bien longtemps après fera les sagas d'été à n'en plus finir quand ça a été la mode, mais bien plus tard. Les cousins de la Constance dans le milieu des pêcheurs de Concarneau. Voilà, un thème un peu passe-partout, une petite histoire romantique, la solidarité des marins malgré les coups du sort. En 1970 apparaît un nouveau feuilleton aussi pour 25 épisodes de 13 minutes, ça s'appelle Lumière violente. La musique, elle est très Amérique du Sud parce que effectivement le feuilleton est censé se passer en Amérique du Sud, mais je crois savoir qu'il a été tourné dans la banlieue de Paris, c'est pas très important en soi. La musique est d'un Suisse, une fois n'est pas coutume, Thierry Fervent, né à Genève en 1945, qui fera d'autres feuilletons par la suite. Alors effectivement, on ne peut pas faire plus couleur locale. Quand la Suisse et l'ORTF française s'y mettent, ça fait bien Amérique du Sud. Noël aux 4 vents, alors ça a été pour 85 épisodes, un quart d'heure par jour. C'est un roman feuilleton, là on peut vraiment le dire, d'après une série de romans publiés en de nombreux volumes de Dominique Saint-Alban. C'est l'histoire d'une jeune fille à qui il arrive les aventures les plus romantiques, les plus dramatico, parfois avec le recul un peu humoristique, sans le vouloir. Noël aux 4 vents. La musique est du grand Jacques Loussier qui a mis son nez dans les feuilletons de la télévision beaucoup plus qu'on ne le pense. Et Noël aux 4 vents, c'est aussi l'histoire à un moment donné où elle tombe amoureuse d'un pianiste réfugié hongrois. Enfin, il y a toute une horreur évidemment derrière, il faut que ça soit un peu dramatique. Et le piano, la musique a une très grande importance et le générique est joué par Jacques Loussier lui-même au piano.
Cinéphonie avec Jean-Marc Illy sur RCF. Alors si je coupe parfois un petit peu brutalement, c'est parce que en général ce sont les génériques de fin que j'ai utilisés pour qu'ils soient pas trop courts, mais le générique de début c'était quelques secondes seulement pour nous remettre un petit peu dans le bain chaque jour. À cette époque-là, il y a quand même des séries, des feuilletons qui sortent un peu du lot, qui resteront mythiques. Jacou le Croquant, d'après un vieux roman un peu sur la France de la Restauration avant la Révolution de 1830. On faisait beaucoup dans l'histoire, dans la pédagogie. Jacou le Croquant, d'après Eugène Leroy, va faire pleurer, va faire aussi rire. Et toute la génération des gens qui avaient la télévision, à l'ORTF. Éric Damin, jeune acteur qui fera carrière par la suite. Elisabeth Vienner, Daniel Leroy, voilà quelques-uns de ces acteurs, un grand succès avec une musique, et on ne peut plus mythique là encore une fois, de Georges Delerue. J'en avais déjà parlé sur une émission sur Georges Delerue, à savoir que ceux qui jouent là, c'est Alexandre Lagoya à la guitare et Lily Laskin à la harpe. C'est pas n'importe qui, c'est pas n'importe quelle musique. Et d'ailleurs, l'histoire de Jacou le Croquant a connu des remakes depuis, notamment un film il n'y a pas si longtemps. Donc voilà, ça c'était le feuilleton de 1969. Je passe en 1971 avec une coproduction autricho-allemando-française. L'ORTF essayait de baisser les coûts de production en faisant des coproductions un petit peu bancales quelquefois parce que il n'y a pas toujours une grande cohérence. Ce feuilleton, c'est un sujet historique, c'est Omer Pacha. Alors Omer Pacha, c'est un personnage authentique, c'était un officier croate au temps de l'Empire d'Autriche-Hongrie qui va devenir musulman, se convertir à l'islam. Et oui, en 1971, c'est des histoires qui se racontaient, mais c'est un personnage de l'histoire tout à fait réel et qui va donc ainsi combattre ses anciens protecteurs en tant que Pacha de l'Empire ottoman. Ça ne s'invente pas. Mais pour cette serre, un générique totalement étonnant, signé de François Rabat, c'est plutôt un musicien de studio, il était né en Syrie et il va faire quelques musiques dont celle-ci jouée par des cuivres tonitruants. Et pour la petite histoire, le réalisateur d'Omer Pacha, c'est Christian Jacques, un vieux vétéran du cinéma qui travaille lui aussi pour la télévision à l'occasion. Voilà, toujours un très beau thème d'accroche. Alors, les vieilles recettes font toujours recettes aujourd'hui. Arsène Lupin, version 1971, mais vous savez qu'aujourd'hui, c'est redevenu très tendance, Arsène Lupin. La musique est de Jean-Pierre Bourter. C'est Georges Descrières, bien sûr, qui joue le rôle principal, avec Marthe Keller et quelques autres. Voilà, Jean-Pierre Bourter, qu'on connaîtra plus tard, surtout pour le générique de Champs-Élysées. Voilà, ambiance. Et comme je disais que les vieilles recettes font toujours recettes, eh bien, les nouvelles aventures de Vidocq, c'était déjà la deuxième série en 1971. Vidocq qui par la suite a fait aussi un long métrage il n'y a pas très longtemps. C'est Jacques Loussier à la musique, un grand nom du cinéma tout court, du jazz et de la télévision. Marcel Bluval à la réalisation et Claude Brasseur surtout comme acteur.
Musique un peu décalée, comme souvent pour Jacques Loussier, film en costume néanmoins. Vidocq, personnage qui est donc passé effectivement de bagnard à chef de la sûreté de la police parisienne, était né à la mort de Louis XV et il mourra en 1857 sous Napoléon III. Et ce sont ses mémoires, plus ou moins authentiques, qui servent de fond. Quentin Durward, là on fait appel à des vieux auteurs, c'est Walter Scott. Alors entre Ivanhoe et quelques autres, il a fait Quentin Durward et c'est Georges Garvarens qui va faire le générique, le beau-frère de Charles Aznavour, auteur de milliers de chansons, si je puis dire, et de beaucoup de musique de film. Eh bien, il se retrouve dans cette aventure à faire une musique plus écossaise que nature. Dans la prison dorée de mon cœur, habitée par ton tu brûles en moi comme une lueur qui me délivrera. Rien ne pourra plus nous séparer jusqu'à la fin du monde. Rien ni personne n'y pourra jamais Cinéphonie avec Jean-Marc Killy. Un peu oublié aujourd'hui, la chanteuse c'est Jacqueline Boyer, qui a quand même gagné l'Eurovision en 1960. Quand même s'en rappeler, Jacqueline Boyer, et donc Georges Garvarens, arménien comme son beau-frère, donc Charles Aznavour, et qui a fait une très belle musique locale. À noter que le réalisateur, c'est aussi un vieux de la vieille du cinéma, Gilles Grangier, qu'on va retrouver à plusieurs reprises à la télévision. En 1971, toujours dans l'histoire un peu spectaculaire, Schulmeister, espion de l'empereur, c'est l'occasion de rappeler les campagnes de Napoléon Ier, avec comme héros je parle de l'acteur Jacques Fabry, on retrouve Roger Carrel, Jean Piat, Patrick Préjean, et alors la musique c'est de Franck Pourcel. Oui, Franck Pourcel qui fait des musiques easy listening, qui arrange un peu tout ce qui passe sous la main, qui a un peu donc eu du succès dans ce domaine-là, et qui va donc signer le générique de Schulmeister, espion de l'empereur. Ça se passe au temps de Napoléon Ier. Ce sont des belles musiques, on peut dire ce qu'on veut de ces feuilletons, mais voilà, ça a stimulé la création musicale face à la musique contemporaine, face à la variété, face à des tas d'autres domaines. En 1971, la télévision s'essayera alors de temps en temps au surnaturel, j'allais dire à la science-fiction, avec un feuilleton qui s'appelait Aux frontières des possibles. Il faut savoir que le scénariste, pour ceux qui connaissent la science-fiction, c'est Jacques Bergier, qui a été un grand anthologue, j'allais dire, de la littérature de science-fiction, et un peu obsédé, peut-être pas, mais par effectivement tout ce qui peut être surnaturel, à tel point qu'on se demande s'il n'était pas effectivement à croire vraiment aux extraterrestres dont il parle dans ses productions. Alors, c'est un feuilleton dont la musique est de Jacques Harel. Alors, vous allez me dire, Jacques Harel, oui, bon, alors il a fait des autres feuilletons à la télévision, mais c'est quand même celui qui a fait Automoto, c'est quand même celui qui a fait Midi Première avec Daniel Gilbert, et qui a fait 30 millions d'amis. Ce sont des musiques que vous entendez encore aujourd'hui, ou en tout cas il n'y a pas très longtemps. Jacques Harel a signé la musique de Aux frontières des possibles.
1971 encore, une adaptation d'Alexandre Dumas, donc les scénarios alternent un peu leurs sources entre le quotidien, l'inventé, le journalisme, le coquin, enfin bref, là c'est La Dame de Montsoreau, c'est pas le plus connu des romans d'Alexandre Dumas, on y trouve Karine Petersen, Denis Manuel, Michel Creton, les amours pseudo-historiques de Bussy d'Amboise et Diane de Méridor. Ça méritait bien une musique de qualité, c'est Bernard Fossard qui fera juste un petit tour à la télévision, clarinettiste plutôt d'orchestre en quelque sorte. Il va nous signer donc le générique de ce feuilleton signé de Yannick Andrei qui va lui aussi tourner beaucoup de sagas d'été une vingtaine d'années plus tard. Je termine avec cette année 1971, très féconde, c'est Maurice Pialat, sa seule contribution à la télévision, qui va signer un des plus beaux feuilletons de l'histoire de l'ORTF, La Maison des Bois. Ça se passe pendant la guerre de 14-18, c'est tout ce petit monde qui vit derrière les tranchées, avec les hommes absents, les petites amourettes, et un acteur central inattendu de grande qualité, Pierre Doris, qu'on connaît mieux pour ses petites histoires un peu de mauvais goût, mais qui a un très grand rôle, et aussi l'agaçante fille de Louis de Funès dans Oscar, Agathe Nathanson, qui joue aussi un très beau rôle. Pour la petite histoire, elle était l'épouse de Jean-Pierre Mariel. Alors voici, pour ce faire, Maurice Pialat a choisi une musique de la guerre de 14. Eh bien, c'est une musique de Maurice Ravel, qui a travaillé d'ailleurs pour le cinéma un tout petit peu, mais qui, à l'époque, avait écrit une chanson a cappella qui s'appelait « Trois beaux oiseaux de paradis ». C'est pendant la guerre, ses amis meurent les uns après les autres et il fait cette chanson « Les trois beaux oiseaux du paradis, l'un est bleu, l'autre est blanc, l'autre est rouge ». Et c'est comme ça que était musicalisée, si je puis dire, La Maison des Bois de Maurice Pialat, une merveille.